Bonjour à tous et merci d'être parmi nous. C'est un grand honneur d'accueillir aujourd'hui donc Golden Goals et son équipe fondatrice, comprenant donc Émilien Leclerc, Guillaume Martin, Quentin Gimon. Donc je remercie particulièrement Thibaut Chessé pour nous avoir offert cette opportunité de rencontre et échange avec vous. Donc je souhaite la bienvenue donc à Golden Goals sur le Zoom de Blockchain HEC Paris. Donc après la récente historique levée de fonds de Sorare de 580 millions d'euros, donc qui finalement a établi le record européen de financement de série B. Hein. On est très heureux de vous accueillir et d'accueillir la prochaine vague avec Golden Goals, en tout cas on l'espère, qui a d'ailleurs déjà suscité une énorme adhésion et a même influencé le prix du jeton Tezos, enfin vous nous en parlerez. Mais donc bon voilà, donc votre mission c'est à travers Golden Goals, c'est la démocratisation des NFT en tant qu'objet de collection historique dans le monde du football. Et alors, juste deux points à vous demander avant de nous lancer. S'il vous plaît, juste suivez notre page LinkedIn et puis inscrivez-vous tout simplement aux conférences qui sont sur notre site blockchain-hec.com. Il y a plusieurs conférences à venir qui seront aussi intéressantes. Donc, le 26 octobre avec un pitch de 3 startups, aussi en rapport avec les NFC, à différentes maturités de blockchain, qui n'ont pas forcément la maturité que de Golden Goals aujourd'hui, mais qui semble assez prometteuse également. Un point marché le 2 novembre avec Blockchain Expert. Le 9 novembre, on aura un AMA de VeChain Tech, la fameuse VeChain Tech, ou VET, que vous connaissez peut-être, avec le responsable donc, de tout l'écosystème VeChain Tech qui s'appelle Dimitris Neocleous. On aura également le spécialiste blockchain Ethan Pierce, qui viendra nous parler du social token et son rôle de monétisation dans l'économie basé sur la création. Et le 16 octobre, avec Adrien Hubert de SmartChain, on viendra parler d'un beau projet responsable en fait, qui s'appelle le Cardano Shift Programme. Et puis voilà, bon, je vous laisse aller voir la suite des conférences sur notre site. J'en profite également pour faire un appel à candidature, donc pour venir nous aider à organiser ces conférences. N'hésitez pas à me contacter directement sur mon email ou sur l'email blockchainhec@gmail.com. Vous communiquerez tout ça sur le chat. Voilà. Donc, on va d'ailleurs avoir une première réunion du bureau avec tous les nouveaux intéressés le 25 octobre à 18h. Donc, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse pour nous rejoindre. Bon, voilà. Donc, après cette longue introduction, je vous propose de plonger au cœur du sujet. Au niveau du timing, on a 20 minutes de pitch, 20 minutes de Q&A avec vous et avec nous tous. Et puis, voilà. Donc, Émilien, Guillaume, Quentin, merci encore d'être là. Et puis, je vous laisse nous présenter Golden Ghost et la parole est à vous. Ok, eh ben, je vais commencer. Merci beaucoup déjà pour la présentation et de nous accueillir aujourd'hui dans Blockchain HEC pour présenter Golden Goals. Donc, sans transition, donc, qu'est-ce que Golden Goals? Avant de pouvoir vraiment vous présenter la plateforme et Guillaume en fera une petite démo, je vais du coup réintroduire véritablement le contexte dans ce qui nous a amené aujourd'hui à déterminer et à se lancer dans l'aventure. C'est que donc, je suis le cofondateur de la société Euranov, qui est une société de conseil en transformation digitale, et on accompagne plus particulièrement les clubs de football professionnels et les grands organisateurs d'événements. Et durant l'année, on va dire Covid, qui était assez douloureux pour eux, en termes de recettes, notamment billetterie et également tout ce qui s'est passé autour des droits télé. Dans notre qualité de conseil, on s'est vraiment posé la question, mais comment on va pouvoir accompagner nos clubs dans le développement de nouveaux revenus, dans une nouvelle expérience avec leurs utilisateurs, enfin leurs clients, leurs fans, leurs supporters. Comment on réinvente demain le modèle du football avec les clubs et ses fans. Et assez naturellement, on s'est orienté finalement vers les possibilités qu'offre la blockchain et notamment l'aspect NFT. Et c'est de cette discussion qui a eu lieu dans un train en revenant d'un client du sud de la France avec Guillaume qu'a émergé finalement de cette idée. Et le postulat de base, en fait,
c'est de dire aujourd'hui, le football est un art. C'est un art et probablement l'art le plus connu au monde ou le plus passionné au monde. On a tous en mémoire le premier match peut-être qu'on a été voir ou un moment historique de son club ou de l'équipe de France championne du monde. Tous ces moments en fait qui sont à la fois du spectacle vivant et tous ces souvenirs qui sont immortalisés par des images, des vidéos, comment dire, euh, le contenu finalement aussi marketing que peut proposer un club, finalement, ce sont tout autant de pièces de collection, d'œuvres d'art qui matérialisent le football. Autre chose, le football en fait appartient finalement, c'est un bien immatériel, hein, ça appartient et ça a l'image des clubs, des joueurs et des marques qui la représentent, mais ça appartient à tout le monde, c'est-à-dire que ça appartient tout à la fois au club comme à ses supporters. Et tout le monde est en capacité finalement de vivre le foot comme un art en tant que supporter, en tant que club, en tant que marque ou en tant que joueur. Et par la technologie blockchain, on a la possibilité finalement d'encapsuler l'art du football. Et c'est véritablement sur cette base qu'est née l'idée de créer finalement Golden Goals comme finalement le musée digital du football ou plus exactement la galerie numérique du football avec la possibilité pour en premier lieu, hein, à la genèse du projet, il y a des évolutions qui se sont succédées, mais la possibilité d'offrir une galerie au club pour exposer en fait leurs œuvres d'art numérique et d'y associer en fait les fans dans ce contenu. Donc, club et supporters, finalement, peuvent retrouver finalement l'ensemble d'un contenu autour de leur club de cœur, mais peuvent également le créer. C'est-à-dire que aussi bien les clubs ont du contenu historique à partager, que ce soit des images, des archives, ou bien demain, on l'espère, voir les buts encapsulés dans des NFT demain, offre la possibilité de créer un lien indéfectible avec son supporter en s'appropriant finalement un bout de l'histoire du club, un bout du contenu du club. De la même manière, un fan qui peut aussi avoir des talents d'artiste ou un fan qui a capturé un moment de vie dans un stade, par exemple, peut aussi témoigner du football et l'associer à un club. Ce qu'il y a de particulier, et ça je laisserai du coup développer un petit peu mes collègues du projet, c'est que on crée du coup un NFT qui est indéfiniment associé du coup aujourd'hui à un club et maintenant, et on en parlera des évolutions, à une marque et un joueur. Je vais laisser du coup la parole du coup à Guillaume pour rentrer un petit peu plus spécifiquement dans la partie produit, y faire la démo et expliquer aussi la partie business model qui en découle derrière. Merci Emilien. Alors effectivement, je partage l'écran. Ok. Avant de partager l'écran, ce qui est important, et on s'est donné cet objectif quand on a lancé ce projet. Alors, pour donner un petit peu un planning et pour montrer à quel point on a été sûrement assez vite sur ce sujet, c'est qu'on a eu la genèse de ce projet est née au mois d'avril-mai. L'idée là dans le train dont on parlait avec Emilien, je pense qu'on a mis une semaine à la digérer un petit peu et puis à se dire qu'il fallait qu'on y aille. Au bout de 2 semaines, on avait l'idée de ce qu'on voulait faire exactement. Et puis, dès le mois d'août, en fait, on avait une plateforme qui était en production. L'objectif, et ça a été très assumé, c'était de dire on fait un go-to-market très rapide sur une plateforme NFT parce que le marché est très mouvant aujourd'hui, parce qu'il existe plein de choses. Il faut qu'on y soit et n'attendons pas d'être parfait. Il y avait plusieurs approches. C'était soit on cherchait finalement des fonds, des utilisateurs potentiels avant de construire la plateforme et de faire quelque chose de parfait, de le livrer,
soit on bénéficie de notre réseau aussi dans les clubs de foot et de cette approche de dire on veut aller vite sur quelque chose et le rendre accessible directement. Et c'est le choix qu'on a fait et qu'on regrette absolument pas aujourd'hui. Donc, on a créé cette plateforme. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, donc on a créé cette plateforme Golden Goals. Alors, l'objectif, c'était de dire le NFT, c'est peut-être le premier pas dans la blockchain, mais c'est le pas qui est le plus accessible pour le grand public parce qu'il y a quelque chose d'un peu matériel de se dire je collectionne une image, je collectionne de l'art et finalement l'art numérique qui est pas palpable. Là, j'en ai une image et je peux comprendre un petit peu l'intérêt du NFT avec un acte de propriété d'un asset numérique. Donc, l'objectif, c'est de se dire, si on attaque le monde du football, il faut qu'on fasse quelque chose qui soit accessible à tout le monde et on n'allait pas partir sur des sujets de technologie blockchain très avancés. C'est d'abord, faisons rentrer le plus de monde possible dans un usage qui est grand public et accessible à tous. Et c'est aussi orienté dans le choix technologique que Quentin décrira juste après. Mais l'objectif, c'était voilà, de passer sur une plateforme qui soit accessible à tout le monde, qui soit la galerie numérique dans le sens où je peux venir juste la visionner en tant que simple spectateur, mais en plus où j'ai une capacité d'accéder à la technologie blockchain hyper rapidement. Donc, pour ce faire, la technologie blockchain, on a fait le choix, nous, de la mettre en avant et de ne pas la cacher par une interface ergonomique accessible au grand public. C'est-à-dire que pour me connecter finalement à la partie blockchain, j'ai simplement besoin d'un wallet de crypto-monnaie et ce wallet, il est créé en extérieur à Golden Goals. Nous, on utilise plutôt Temple qui est assez accessible sur la technologie Texos qu'on a utilisée. L'objectif, c'est de dire, vous rentrez dans un monde technologique qui est la blockchain. On n'est plus sur j'ai un login, un mot de passe, j'ai un mot de passe oublié. C'est on utilise la technologie blockchain réellement. C'est-à-dire que pour y accéder, j'ai mon portefeuille de crypto-monnaie, donc qui est à la fois ma carte d'identité digitale et également qui est finalement mon IBAN ou mon compte en banque de savoir ce que j'ai dessus et ce que je peux dépenser. Donc, on a fait ce choix-là de le mettre en avant. Donc, l'objectif, c'est vraiment de se connecter directement avec Temple. Alors là, je suis j'ai fait sur Safari, mais ce n'est pas grave. Une fois connecté, finalement, je vais accéder à la même galerie de tout le monde, mais je vais pouvoir interagir avec les NFT qui sont présents. Les NFT qui sont présents, c'est quoi? On l'a vu, les clubs du moment. Donc, aujourd'hui, il vient d'être sorti une série sur le FC Nantes qui va pouvoir partager un bout de son histoire. Le FC Nantes partage toutes les semaines finalement des maillots de joueurs, des choses comme ça qu'ils proposent à leurs fans. On a le Toulouse FC qui partage aussi du contenu. Et on vient de créer, pour aller un peu plus loin dans la plateforme, la possibilité d'avoir des marques directement. Donc, on a des marques de retail qui sont intéressées à participer dans cet environnement du monde du football et des joueurs directement qui pourront poster leur NFT. Tout ça, en fait, ça contribue d'avoir sur une marketplace, finalement, tout l'art du football, à la fois de ce que vont poster les clubs sous des encarts certifiés, puisqu'on a la possibilité de certifier le wallet d'un club, et puis à la fois des fans qui vont poster. Alors là, on a un fan brésilien qui a posté une vidéo sur Fluminense. Et l'objectif, c'est d'avoir un petit peu tout ce contenu dans un même endroit où finalement, en tant que peut-être amateur de football, je vais pouvoir aller chercher le contenu qui m'intéresse, qui soit certifié, qui soit fan, qui soit d'une marque, qui soit de n'importe qui. Donc, on a pas mal de contenus qui ont été créés par différents fans. Donc là, on a pas mal de FC Nantes aujourd'hui. On a des collections sur les fanions en fait, qu'on met en ligne aussi toutes les semaines. Et on a toutes sortes de contenus qui soient images, vidéos, GIFs, photos, moments de match, ces choses-là. Bien entendu, les clubs qui sont certifiés chez nous ont un accès privilégié où on peut aller chercher directement leur collection. Donc, je peux aller chercher la collection, l'effet démo. Je peux aller chercher leur collection directement sur le site. Ce qui est important, c'est que quand on crée un NFT sur notre plateforme, on est obligé de l'associer à un club, une marque ou un joueur. Ça, c'est un prérequis chez nous. On ne veut pas que quelqu'un arrive et poste son NFT sans l'associer. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place ce qu'on appelle le droit de suite dans l'art. On l'a mis dans Golden Goals. Et c'est-à-dire que comme on utilise et on bénéficie de l'image d'un club pour pouvoir vendre un NFT ou le club lui-même va vendre le NFT, on veut qu'à chaque fois que ce NFT soit revendu dans l'histoire du football, que finalement, il génère des royalties au club en question. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ce droit de suite et qu'on est obligé d'associer le NFT à un club. Alors, je vais juste repartager mon écran. Je l'ai ouvert sur Chrome. Donc, voilà un petit peu la genèse du projet, du produit. Notre business model, il est aussi très simple. C'est qu'aujourd'hui, on a voulu se démarquer un petit peu des acteurs du marché qui font, on a parlé de Sorare tout à l'heure, par exemple.
Nous, l'objectif, c'est de donner un outil technologique à la main, à disposition des marques et des clubs et des joueurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas de droit d'entrée sur la plateforme, on ne signe pas de contrat avec les clubs. Le seul objectif, c'est qu'ils viennent poster du contenu. Ils le postent quand ils veulent, ils mettent en vente ou pas et au prix qu'ils veulent. Et quoi qu'il arrive, ils génèrent du revenu et 100% des revenus leur vont directement, moins les frais de commission de 3% que nous, on prend sur chaque transaction pour continuer de maintenir la plateforme. Donc, c'est une autre forme d'un petit peu d'engagement aussi qu'on prend avec les clubs, c'est de leur dire on vous met à disposition un usage technologique. On n'est pas en train de vous dire on va le faire pour vous. C'est pas Golden Goals qui va poster pour vous des NFT. C'est pas nous qui allons les créer pour eux et les vendre. C'est vraiment au club de créer avec leur communauté l'usage qu'ils veulent de cette plateforme. Et on a des usages très différents et notamment le FC Nantes qui a commencé sa collection par vendre en ligne un NFT d'un maillot. Et ils se sont dit pour attirer un peu plus nos supporters, ce qu'on va faire, c'est que la personne qui achète ce maillot en NFT aura également droit à un maillot en réel dédicacé de toute l'équipe. Donc, ça a généré un petit peu d'engouement et de se dire, finalement, le NFT, OK, c'est une porte d'accès, de dire, j'ai le titre de propriété qui est digital, mais il m'a donné droit à un asset physique en même temps. Et on a d'autres clubs qui sont plutôt sur le partage de leur histoire ou d'autres modèles, mais tout est possible. Nous, on donne un aspect, on donne un outil technologique, on le simplifie au maximum. Alors, si je me connecte maintenant que je suis dessus, je vais vous montrer assez rapidement à quel point on a facilité la démarche. Alors là, je me connecte avec mon wallet. Donc, directement, je me connecte. C'est totalement extérieur à Golden Goal et voilà, je me connecte avec mon wallet de crypto-monnaie créé au Paralab. J'ai mon profil. Et sur mon profil, je vais pouvoir après créer des NFT. Pour créer un NFT, rien de plus simple, et c'est la même démarche pour les clubs. Je vais pouvoir simplement intégrer une image, GIF, photo, vidéo, le nom d'une NFT, la description, le type. Alors ça, c'est plutôt pour une question d'ergonomie, de filtre sur notre marketplace. Et puis le nombre total d'exemplaires qu'on peut choisir à l'usage. Et enfin, je vais devoir le lier à une entité. Donc l'entité, ça peut être un club, un joueur ou une marque. Quand je vais prendre le club, je vais pouvoir décider de le lier à un club en France, par exemple, en Ligue 1, et ça peut être, peu importe, le Clermont Football Club. Et je vais créer mon NFT dans le smart contract, il sera associé à vie au Clermont Football Club, et à chaque fois qu'il sera revendu, ce NFT générera une partie des revenus seront générés pour le Clermont Football Club. Cette partie de revenus, on a décidé de la laisser libre à la main des personnes qui vont vendre les NFT. Ils ont le choix entre redonner entre 1 et 20% de royalties au club. L'objectif, c'est un peu de gamifier aussi la plateforme et de dire, de mettre en avant les meilleurs contributeurs des clubs pour que les clubs puissent aussi en retour jouer le jeu et leur donner des expériences un petit peu peut-être VIP parce qu'ils ont généré le plus de Tezos pour eux. Mais l'objectif, voilà, c'est peut-être gamifier en disant on laisse la main aux personnes, c'est minimum 1% jusqu'à 20%. Voilà globalement sur la marketplace, sur les usages qu'on en a et sur la roadmap produit. Alors, on définira après, on a mis quelques slides sur où on veut aller également. Comme on était très vite sur un go-to-market, on a des releases assez fréquemment sur lesquels on met des nouvelles fonctionnalités et aussi on teste le modèle avec les clubs et ils nous demandent de nouvelles choses. Donc, rapidement, on va aller sur d'autres choses et je pense qu'on va vous le montrer juste après. Je laisse la main du coup à Quentin pour expliquer un petit peu technologiquement les choix qu'on a fait, pourquoi cette blockchain, ce que ça nous apporte et puis un petit peu tout l'environnement technologique qu'on a décidé de mettre en place. Ouais. Alors peut-être, Emilien, tu peux repartager le Oui, bien sûr. slide. Hop. Hop. Voilà. Hop. Je vais passer à la slide qui t'intéresse. C'est celle-ci. Voilà. Donc, bon, on va pas forcément aller très profondément, on va dire, dans la technologie et la technique, parce que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, qui est très important sur Golden Goal, c'est le choix de la blockchain. Donc, nous, on a choisi la blockchain Tezos. Bon, pour ceux qui ne savent pas exactement, il y a différentes blockchains. Il faut voir une blockchain comme un réseau, et donc il y a différents réseaux qui fonctionnent un peu de manière un tout petit peu différente chacune, mais ça reste des blockchains. C'est simplement il y a quelques consensus qui diffèrent, la scalabilité, la rapidité de la blockchain, le nombre d'utilisateurs. Et nous, on a choisi donc la blockchain Tezos, qui n'est pas la blockchain la plus utilisée, on va dire, aujourd'hui. La plupart du temps, quand on parle de NFT, on parle de NFT qui sont créés sur Ethereum, qui est donc la blockchain que plus de gens utilisent. Nous, on a choisi Tezos pour plusieurs raisons. La première, c'est le fait que ce soit une blockchain qui soit écologique. Il y a eu énormément de critiques sur les NFT, comme quoi l'empreinte carbone était assez
importante. Et ça, c'est dû au principe de fonctionnement de la blockchain sur laquelle ils sont créés. Et comme je disais, la plupart du temps, c'est sur Ethereum. Et Ethereum fonctionne à un principe de validation des blocs, pour être technique, de validation des blocs, un consensus qui utilise un proof of work et qui utilise donc les puissances des machines pour valider les blocs. Et donc, c'est là qu'on a des grosses fermes de minage et que ça utilise énormément d'électricité et ça, c'est pas très bon pour la planète. Et Tezos, c'est une blockchain qui utilise donc un autre type de consensus qui est le proof of stake et qui n'est donc pas basé sur la puissance des ordinateurs, mais sur il y a un aspect un peu financier derrière. Pas détaillé, mais c'était, je pense, un des aspects les principaux pour lesquels on a choisi Tezos, parce qu'aujourd'hui, je pense que n'importe quel projet doit intégrer une dimension éco-responsable pour que ce soit durable. Voilà. Un deuxième aspect important, c'est que c'est les frais de transaction donc sur Tezos, c'est-à-dire quand je parle de frais de transaction, ça veut dire créer un NFT sur Tezos, échanger l'NFT, le mettre en vente. À chaque fois qu'on interagit avec un NFT sur Tezos et donc sur notre plateforme, c'est bien moins cher que sur Ethereum, par exemple. Sur Tezos, créer un NFT sur notre plateforme, ça va être quelques centimes. Sur Ethereum, on va arriver à un ordre de grandeur qui est plutôt de $30 pour créer un NFT, par exemple, sur OpenSea. Et nous, donc, on travaille dans le domaine du football, le domaine du sport, qui est un domaine qui touche qui touche à tout le monde. Tout le monde, n'importe qui est peut-être passionné de football et il fallait que ce soit accessible au plus grand monde. Et finalement, avoir une blockchain qui a des frais de transaction beaucoup moins élevés, ça permet donc une accessibilité plus grande pour les utilisateurs. Et pas seulement, c'est-à-dire qu'on peut créer son NFT sans avoir l'impression d'investir réellement, puisque ça coûte que quelques centimes. Et c'était un des deuxièmes points très importants. Et il y a aussi il y a un aspect un peu plus, on va dire un peu plus de fierté, une fierté française. Tezos, il faut savoir aussi que c'est une blockchain qui a été créée qui est d'origine française, on va dire, et qui a une communauté assez grande. Donc, c'est très important ça pour le futur de la blockchain, puisqu'on est lié à Tezos. C'est important que notre blockchain soit un projet sérieux. Et Tezos a démontré à de maintes reprises que c'était un projet sérieux. Et c'est important dans le choix de la technologie d'avoir une communauté qui développe des outils et qui fait perdurer cette blockchain, puisque ce n'est pas la blockchain que tout le monde utilise, c'est-à-dire Ethereum. On avait intérêt à ce que le projet soit sérieux et qu'on soit sûr que ça perdure dans le temps. Donc après, sur cette slide, donc vous voyez un peu toutes les outils, on va dire, toutes les technologies qui ont été utilisées. C'est plus à titre informatif. Ce qu'on peut retenir principalement, je pense, c'est REMP, par exemple, qu'on voit vers la droite. Il faut savoir que sur notre plateforme, on avait donc à cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit accessible à un maximum de monde. Et aujourd'hui, acheter de la crypto-monnaie, ce n'est pas forcément quelque chose qui est simple pour n'importe qui. Grâce à REMP, et depuis Golden Goals finalement, puisqu'on est en partenariat avec eux, il suffit, on peut acheter directement des Tezos avec sa carte bancaire. Donc on a juste à avoir un wallet, créer un wallet au préalable, ce qui est très simple finalement, c'est comme télécharger n'importe quel logiciel. Et après, on renseigne sa clé publique, donc son adresse de wallet. Et à l'aide d'une carte bancaire, on achète directement des Tezos et on peut après directement les utiliser et les dépenser sur Golden Goals. Voilà, et ensuite, donc,
On a également, je pense, à retenir, c'est plus là tout en bas, c'est les types de NFT qu'on a sur le site. Donc, il y a un type de token qui s'appelle le FA2, qui est un NFT qui correspond au NFT sur Tezos. Et parmi ces NFT, donc on a deux types de NFT, comme l'a dit, comme l'ont dit Emilien et Guillaume, on a les NFT certifiés pour les clubs, pour les marques, pour tous les joueurs, tous les utilisateurs qui vont être certifiés par Golden Goals. Et on va avoir les NFT des fans. Donc ça, c'est les NFT créés par n'importe qui, un fan d'un club, quelqu'un qui a simplement envie de créer son NFT à l'effigie d'un joueur ou d'une marque. C'est les NFT qui ne sont pas certifiés du coup. Et à côté, on a l'autre type de token sur Tezos qui est le FA 1.2. Ça, c'est les tokens qui correspondent finalement comme de la crypto-monnaie. C'est des tokens fongibles. Et on a créé notre propre crypto-monnaie en quelque sorte qui s'appelle le SUS token, qui va être utilisé, on va dire, sur toutes les applications blockchain que nous allons créer. Parce que, comme on va le détailler après, on a l'ambition d'aller un peu plus loin que Golden Goals. Et c'est donc c'est une crypto-monnaie qui va être utilisée dans un premier temps sur Golden Goals pour toute la gamification, pour toute l'aspect NFT spéciaux. Et ça va être cette monnaie qui va être utilisée pour les acheter, pour les échanger. Mais c'est également une crypto-monnaie qu'on va utiliser sur d'autres projets. C'est ça l'avantage finalement de la blockchain et des crypto-monnaies, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser sur d'autres plateformes. C'est-à-dire que quelqu'un qui achète aujourd'hui de la SUS sur Golden Goals pourra l'utiliser demain sur une nouvelle plateforme qu'on va nous-mêmes créer ou que n'importe qui peut créer finalement. C'est des tokens qui lui appartiennent. Donc, je pense que c'est à peu près tout pour la partie technique. Après, je suis là pour, si vous avez des questions un peu plus ciblées, on verra ça à la fin, mais je vais laisser Guillaume ou Emilien continuer. Ok. Merci Quentin. Pour enchaîner assez rapidement, oui, l'usage du token a plusieurs vertus et il sera en effet utilisé pour des usages à déterminer sur Golden Goals et d'autres plateformes. C'est une manière aussi je fais la petite pub là, de soutenir le projet. Puisqu'elle permet à nous de développer le projet en investissant quelque part dans notre ICO pour Golden Goals. Ce SUS token en fait servira à l'équivalence physique sur Golden Goals et des plateformes qu'on pourrait être amené, mais il servira aussi dans le cadre de partenariats à créer avec d'autres personnes qui souhaiteraient utiliser les mêmes technologies que nous ou dupliquer la plateforme. Pour les stats, je vais le faire assez rapidement. Aujourd'hui, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une vraie attente du marché. Ça nous a presque un petit peu dépassé tout ça. En l'espace de 2 mois, on a du coup certifié 2 clubs professionnels que sont le FC Nantes et le Toulouse FC. Un autre club va être annoncé dans plusieurs jours. Alors, tu es peut-être fan de l'un d'entre eux, David. Je te vois serrer le poing, donc je te sens supporter. Super. Non, mais, je suis basé à Toulouse, donc du coup, je lève le point. Oui, tout à fait. Je Ah, crois que voilà. d'ailleurs, Alex aime plutôt pas mal le FC Nantes, donc c'est assez rigolo. Ouais. Voilà, donc, On laissera parler aux questions, on rabordera tous ces sujets de toute façon. ce qui est vraiment génial, c'est que quand on parle de football et quand on parle de collection au travers de clubs et bientôt les marques et les joueurs, c'est qu'en fait, on agrège des communautés. Et nous, c'est la base de notre modèle économique. Hein. C'est que ce qui fait la force d'une plateforme NFT, c'est sa communauté. Chaque communauté qui rejoint Golden Goal finalement enrichit la communauté d'autres fans et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en l'espace de 2 mois, on a certifié 2 clubs, un autre club est à venir, on discute avec des fédérations, avec des clubs étrangers
Ça commence à être assez fou comme histoire. Et en l'espace de 1 mois et demi, on a enregistré du coup plus de 400 transactions. 400 transactions, en fait, c'est que les 30 derniers jours, en fait. Et on s'aperçoit que pour un peu plus de 50 utilisateurs, on fait un volume d'échange de plus de 30 000 $, ce qui nous dépasse totalement. Ça veut dire que le panier moyen d'un utilisateur est de près de 500 $. Enfin, c'est complètement dingue, quoi. Donc voilà, et puis on a eu la chance d'être relayé via pas mal de médias, que ce soit des médias professionnels, enfin on va dire du secteur comme CryptoSlate, XTZ News, des communiqués de presse forcément des clubs qu'on accompagne, mais des généralistes comme Eurosport. Donc moi aussi, je fais encore de la petite pub. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter. Voilà. Je te laisse la roadmap, Guillaume, pour conclure. Oui, ok. Alors en termes de roadmap, comme on le disait, on a sorti la plateforme, on a mis juillet, c'était vraiment fin juillet, et puis on a lancé la plateforme avec Nantes au mois d'août. On l'a lancé très rapidement, où finalement les fonctionnalités, elles étaient très basiques, c'était de dire je peux créer un NFT, je peux l'acheter presque. Et Nantes a droppé sa première collection donc, de maillots officiels qui donnait une équivalence physique, et ils sont tous partis assez rapidement, et on s'est dit ok, ça marche, le concept, les gens y adhèrent en tout cas, et puis il y a quelque chose. Et en fait, là où on s'est fait dépasser, c'est que, alors avec les clubs de foot, et c'est le propre de toutes les marques sur un sujet technologique qui est un peu nouveau, on prend beaucoup de temps à leur expliquer, à parler avec eux, à échanger, même si le modèle est sans contrat et gratuit, et qu'au pire, le risque qu'ils prennent, c'est de gagner de l'argent. Ils réfléchissent sur des stratégies aussi de contenu, de ce qu'ils vont diffuser, de ce qu'ils vont faire. Donc, prendre des clubs, et là, on est au 3e, donc du coup, au bout de 2 mois, mais c'est des heures de réunion avec Emilien et Quentin et avec ces clubs. Par contre, les supporters, les fans, les artistes ont très vite compris le modèle de la plateforme, et là, on a eu une vague d'artistes qui se sont mis sur la plateforme du monde entier. Et on s'est retrouvé un petit peu bête dès le début, c'est qu'on avait des questions au support qui étaient ça veut dire quoi en français ça, comment est-ce que vous pouvez m'aider pour créer un NFT? Et donc, du coup, je pense qu'en une semaine, on a traduit la plateforme pour se dire OK, il lui faut au moins en anglais parce qu'on nous le demande du monde entier là. Et aujourd'hui, on a une communauté d'une trentaine peut-être d'artistes. Et je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup de Français dans les 30. Il y en a une dizaine peut-être, mais ça vient du monde entier. Donc, on a vite changé notre cap, et c'était aussi l'objectif de faire une plateforme un peu en mode agile avec un go-to-market très rapide, c'est de pouvoir s'adapter rapidement au marché. Donc, ça a été notre choix technologique. C'est un petit peu notre prisme aussi dans le conseil de ce qu'on fait tous les jours dans notre métier. Donc, on a fait ce choix en nous accompagnant nous-mêmes sur notre projet, même si on avait au début une volonté de faire quelque chose de beaucoup mieux et de livrer quelque chose de très, très propre. On a fait le bon choix, et je pense que ça reste une méthode intéressante. On vient de sortir hier, du coup, la partie joueurs et marques. Alors, c'est pour ça que là, on en parle en se disant bientôt les joueurs, bientôt les marques. En tout cas, la fonctionnalité est présente. Et on est en discussion avec des marques étrangères et françaises qui sont plutôt soit sur le mode du retail, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir créer des NFT pour créer de l'engagement et également vendre des équivalences physiques, soit des marques un peu plus marketing qui vont bénéficier en fait de l'aura autour du football et d'être accompagnées de clubs, de joueurs, de fans pour créer des propositions un petit peu spécialisées dans le monde du foot parce qu'elles sponsorisent des clubs ou parce qu'elles sont dans cet univers-là ou parce qu'elles veulent aller chercher une communauté sur ce milieu-là. Donc ça, on l'a sorti hier, on est super content. La roadmap, alors, elle va changer, c'est sûr, parce qu'on change notre fusil d'épaule assez rapidement, et c'est le but. Mais l'objectif maintenant, c'est d'avoir ce qu'on appelle une fan zone, et c'est d'avoir un peu ce côté dashboard, ranking des utilisateurs, de savoir à quel moment, combien une personne contribue à un club, combien un club est suivi, combien un NFT est revendu de fois, etc. Donc ça, on a un gros travail qui est derrière, technologique, pas forcément sur la blockchain, mais on va dire de développement classique de back. Donc sur lequel on travaille. On va aussi lancer l'équivalence physique-digitale de le Token. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le premier usage de notre crypto-monnaie, ça va être de dire quand j'ai un NFT qui me donne droit à une équivalence physique, finalement, c'est un protocole un petit peu différent parce que je dois soumettre une adresse de livraison, j'ai des conditions générales de vente ou d'expédition, etc. Donc en fait, pour cet usage un peu spécifique, on va mettre le SUS en place et on va sortir du Tezos pour cette partie-là. Ensuite, on travaille sur un modèle de billetterie, alors qui est un petit peu aussi le modèle physique, équivalence physique digitale. L'objectif de la billetterie, c'est de se dire, technologiquement déjà, la blockchain et les NFT nous permettent de certifier un billet, de ne pas le dupliquer, ça nous évite le marché noir, ça correspond à une unicité, un propriétaire égale un billet.
Mais en plus de ça, ça permet de collectionner son billet derrière en mode NFT. On dit souvent quand on va à un premier match, un premier concert, on garde son billet. Enfin, en tout cas, nous, dans notre génération, on le gardait, on l'accrochait au mur. Aujourd'hui, le billet, il est totalement dématérialisé et il n'est pas beau. Et personne ne l'imprime pour le garder chez lui. Ou alors, il faut vraiment être amoureux du match qu'on a été voir, mais il n'y a plus cet usage. Et nous, on veut réintégrer un petit peu cet usage en se disant on va collectionner finalement le NFT du match que j'ai été voir. Et finalement, on pense qu'il y a aussi une notion du coup de revente et de second marché d'un billet parce qu'il est en lui-même une œuvre d'art, parce qu'il a suscité des émotions et parce qu'il représente un match. Donc ça arrive après. Et puis, on a plusieurs projets en parallèle. Alors là, on en a mis un, mais ça commence à arriver un petit peu de toutes parts, c'est de dupliquer le modèle. On a construit la plateforme de telle sorte qu'on puisse aujourd'hui la dupliquer sur le même modèle, c'est-à-dire d'avoir des comptes certifiés, des comptes fans, d'avoir un modèle financier qui permet d'être accessible par la technologie blockchain, donc le coût de minage, mais également accessible parce qu'on prend entre guillemets que 3% des transactions, donc finalement sans coût d'entrée, sans rien. Et ce type de plateforme aujourd'hui avec une marketplace NFT accessible au grand public comme ça, on se rend compte qu'il y a des usages de niche qui sont demandés. Nous, notre volonté, ce n'est pas de faire une plateforme généraliste et de dire tous ces usages, on les met dans une même plateforme. Nous, on a envie, en tout cas, que sur Golden Goals, les gens qui viennent, ce soit pour du foot et que ce ne soit pas pour autre chose. Pour autant, on est persuadé que dans d'autres milieux, et notamment dans le e-sport, les gens seraient tout aussi intéressés par ce modèle-là. Donc, on est en train de voir pour dupliquer ces plateformes-là, et notamment sur le modèle e-sport, pour que les marques, les artistes, les joueurs et les fans puissent créer du contenu e-sport sur une plateforme, le certifier, et puis après avoir une roadmap produit un peu plus digital e-sport, mais avec des enjeux métiers tout aussi importants. Donc voilà un petit peu les grands principes avec toujours en fond l'amélioration continue de l'ergonomie, de l'UX. Il ne faut pas oublier quand on a lancé ce projet, alors Quentin est un expert blockchain et il nous a aidé sur cette technologie blockchain. Par contre, les ressources chez nous qui travaillaient sur la partie front et back de l'application n'avaient jamais entendu parler de blockchain de leur vie et développer cette plateforme sur cette technologie blockchain, ça a été nouveau. On leur a demandé d'aller vite. On a été vite en plus, on a été bien, mais on a encore des usages à améliorer et de l'expérience utilisateur à améliorer. Même si globalement, on a une plateforme qui ressemble plus à une plateforme retail parce que c'est plutôt notre métier. On n'a pas fait une plateforme NFT, on a fait une plateforme comme nous, on l'a pensé, comme on la penserait pour n'importe quelle boutique qu'on pourrait faire dans notre métier de consultant. Donc voilà, globalement sur la roadmap et qui va certainement changer et qui va évoluer toutes les semaines. On a des nouvelles demandes, donc voilà globalement. Excellent. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci. C'était très clair. Est-ce que je regarde. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Tac, tac, tac. Je ne vois pas de questions. Peut-être que de toute façon, on est vu qu'on est 6 là. Je vous propose simplement d'ouvrir les beaux micros. Marion, Alexandre. Et puis, ouvrons les chakras, allons-y. Si vous avez des questions, moi j'en ai dans tous les cas, mais je vous laisse quand même démarrer. Alexandre, Marion, vous en avez peut-être ou pas? Non, alors j'ai suivi un peu de loin la Sorare. Je crois que c'est aussi sur le secteur du football, non? En fait, c'est pas ça? Oui, tout à fait, oui. Et en quoi, du coup, parce que j'ai suivi vraiment de loin là, et en quoi vous vous différenciez en fait d'eux? Et est-ce qu'il y a beaucoup de marketplaces en fait qui sont en train de sortir, qui sont un petit peu sous votre mode à vous? Parce que je crois qu'il y a aussi des choses dans le jeu vidéo, etc. aussi, beaucoup. Donc, comment en fait vous allez un petit peu vous distribuer le marché quoi après à la fin? Parce que je crois que les fans en fait ils auront une multitude d'endroits à aller. Et donc, je voudrais savoir un petit peu votre positionnement en fait par rapport à ça. Oui, tout à fait. Je peux prendre la question. Sorare est un excellent modèle de plateforme NFT pour le gaming fantasy. Donc, le gaming fantasy, c'est quoi? C'est la possibilité de jouer avec les assets numériques que l'on achète. En l'occurrence, leur modèle, c'est de pouvoir travailler et d'acheter auprès des clubs directement les droits de licence, les droits d'exploitation de l'image des joueurs pour créer divulgairement les cartes Panini 2.0 et de les utiliser dans un jeu de gaming fantasy. En l'occurrence, gagner un match grâce au talent du joueur en question lors des rencontres réelles ou via leur système de jeu. Donc, en soi,
Sorare est un jeu qui utilise la technologie blockchain Ethereum. Nous sommes aujourd'hui une marketplace d'œuvres d'art numérique. Donc, à la différence d'un Sorare, on laisse libre cours à la fois à l'imagination des clubs pour créer du contenu. Il est du contenu historique, ça peut être des collections, ça peut être du merchandising, ça peut être de l'art, ça peut être du ticketing. Mais ce qui nous différencie aussi particulièrement, c'est que les fans, demain, Marion, tu peux créer ton propre NFT sur la plateforme. On se veut universel et orienté pour tout le monde. Et on n'est pas un jeu aujourd'hui. J'espère que ça répond à ta question. Et la deuxième question, c'était il y a de multitudes d'acteurs qui se créent. En effet, il y a beaucoup d'acteurs qui se créent avec des positionnements différents. Pour en citer quelques-uns, on a OpenSea, Rarible, qui sont en fait des plateformes généralistes basées sur Ethereum. On a des plateformes type on-off qui sont des plateformes très orientées, très verticalisées comme nous, mais sur l'univers de la musique. Et on a des marketplaces qui ont des vocations à être des usages de jeux comme Sorare. Donc chacun en fait trouve un petit peu son modèle en utilisant une technologie globale. Et c'est très sain. Ce qui est d'autant plus génial, c'est qu'au-delà de l'univers, on va dire, du digital art ou de la matérialisation par un contenu physique, enfin visuel, et donc qui rend le NFT un petit peu plus palpable, des usages s'ouvrent sur de la supply chain, du luxe, également dans des modèles de marketplace. Donc en fait, c'est encore un univers qui s'ouvre avec une créativité incroyable. Et nous, on se positionne plus précisément sur l'art du football. C'est très bien, merci. Avec plaisir. Alex, tu veux peut-être poser une question? Alexandre, notre aficionado Nantes, je crois d'ailleurs. Ouais. Non, C'est ça, hein? non, plus Chamois-Niortais. D'accord. Ok. Non, je suis pas spécialement football. Mais par contre, ouais, je suis un peu tous les projets qui tournent autour de Tezos. Et du coup, c'est pour ça que j'étais intéressé de voir un petit peu ce que vous vendez, votre roadmap. J'avais juste une petite question, c'est est-ce que vos NFT sont après revendables sur les autres plateformes NFT Tezos? Nos NFT sont revendables, oui, sur les autres plateformes parce qu'on va utiliser, comme je l'ai dit, on utilise les standards de NFT sur Tezos, donc le FA2. Après, il n'existe pas énormément de plateformes qui ressemblent par exemple à OpenSea sur Ethereum. Donc sur OpenSea, vraiment sur Ethereum, tu crées un NFT, tu peux l'avoir directement sur OpenSea. C'est pas le cas des quelques plateformes, on va dire, des quelques marketplaces NFT qui existent sur Tezos actuellement. Elles ne sont pas généralistes, c'est-à-dire qu'elles n'intègrent que leurs propres NFT qui sont créés sur leur plateforme ou alors d'autres, mais alors c'est au cas par cas, on va dire. Mais en soi, on a un standard et quand tu crées un NFT, par exemple, sur Golden Goals, il apparaît bien sous le bon format et tout ça dans ton wallet Temple, parce que Temple est capable de détecter le standard du NFT. Ok. C'est adaptable. Et moi, je voudrais rebondir, c'est hyper intéressant ce que tu as dit au début. Tu as dit, je suis un aficionados du Tezos. En fait, on s'est rendu compte au lancement de la plateforme, et depuis le début, c'est à peu près la moyenne, on a 50% des utilisateurs avec un wallet qui sont des utilisateurs qui ont déjà un wallet de crypto-monnaie et qui ne l'ont pas créé pour nous. Mais par contre, on a 50% qui sont des nouveaux utilisateurs. C'est-à-dire qui ont été attirés sûrement par les communications des clubs de football notamment, ou des artistes qui sont suivis par leur communauté et qui ont fait le pas
de créer un wallet pour acheter et pour faire des échanges sur la plateforme. Et ça, pour nous, c'est exactement ce qu'on veut chercher. Et même, je dis, si on peut aller à aujourd'hui 50%, si on peut être plus qu'à 10% de personnes qui ont déjà des wallets qui utilisent la plateforme, je pense que c'est vraiment notre objectif. Et c'est pour ça que, Quentin le disait tout à l'heure, hein, les prix de minage sont très faibles sur la plateforme, et ce qui veut dire qu'on a des choses qui sont très accessibles. Contrairement à d'autres plateformes où ça va être très cher, sur OpenSea, par exemple, par le protocole Ethereum, qui font que les NFT sont assez chers au début, ou même des cartes aujourd'hui so rares qui sont faut un petit budget déjà pour rentrer dans le jeu. Nous, on a des NFT qui sont en vente à 1 euro en fait. Et l'objectif, c'est bien ça, c'est bien de dire l'enfant qui est fan du club de foot et finalement, je vois une image qui représente mon club, même s'il a été édité en 1000 exemplaires et que le club ne veut pas la vendre très cher, et celle-ci, elle est accessible. Et c'est important parce que les clubs, ils nous parlent souvent d'attirer leur communauté sans la braquer. Et c'est pas de dire. Alors, certains clubs peuvent se le permettre, hein, de dire nous, on vend des NFT à 150 000 euros. Il y a un très grand club en France, notamment, qui peut se le permettre parce qu'ils ont cette communauté mondiale, parce qu'ils ont cette aura, parce qu'ils ont tout ça. Mais il y a beaucoup de clubs qui disent moi, si je fais ça, c'est avant tout pour partager un bout de mon histoire et c'est pas forcément pour générer du revenu aujourd'hui. C'est plus pour leur dire voilà, ok, je vous donne un bout de mon histoire. Et notamment, le Toulouse Football Club a décidé de lancer ses NFT en airdrop, c'est-à-dire qu'ils ont fait gagner leurs NFT, ils les ont pas vendus. Donc ils n'avaient pas cette logique pour l'instant. Ils voulaient tester un petit peu leur base fan sur ça et ils ont préféré les donner, quoi. Et c'était quoi le principe de l'airdrop? Comment ils les ont fait gagner, si c'est pas, tu saurais dire? Non, oui, en fait, c'est nous qui l'avons fait. L'objectif, c'était simplement de liker nos publications sur notre Instagram, de partager son numéro de wallet public et de nommer 2 personnes pour que nous, ça nous fasse en plus un petit peu de pub. Et le club de Toulouse relayait ces informations-là. Donc, ça a permis de toucher leur communauté et la nôtre en fait au même moment, quoi. Génial. Et on a eu quelques dizaines de personnes qui ont candidaté pour avoir les NFT. Alors, c'est marrant parce que du coup, tout le monde les a aujourd'hui. Enfin, ils sont tous donnés. Et les personnes, ils ont des stratégies un peu différentes, mais toutes perçoivent une valeur du NFT parce que il y en a certains qui les gardent, c'est-à-dire qu'ils ne les remettent pas en vente, ils les gardent en se disant je vais le collectionner pour l'instant, on va voir ce que ça va devenir, on va voir comment ça évolue. Et il y en a d'autres qui les mettent en vente, mais à des prix ahurissants parce que pour eux, ils perçoivent qu'il y a une valeur, soit pour eux, soit pour un public. Et du coup, il y en a en vente à 10 millions de Tezos qui partiront jamais, mais c'est le premier NFT de l'histoire du Toulouse Football Club. Et si ça se trouve, dans quelques années, ça vaudra ces prix-là. Mais c'est marrant parce qu'il y a une image perçue quand même de j'ai eu un truc gratuit, mais j'ai gagné au loto presque. Je peux le revendre très très cher ou alors je le garde pour l'instant. J'avais une question aussi par rapport à l'onboarding des joueurs, parce que c'est vrai qu'on parle des fans, des clubs, des créateurs, donc le triptyque, mais au final, la place du joueur, elle est… parce que, bon, vous n'avez pas besoin d'ambassadeurs. Si vous embarquez des clubs, c'est par défaut les meilleurs ambassadeurs, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des personnages joueurs à aller chercher? Alors, totalement. Les joueurs ont aussi l'avantage de maîtriser leur droit d'image. Et quand on travaille avec des clubs, ils ont des règles, ils ont des protocoles, ils ont des contrats. La chance qu'on peut avoir en travaillant avec des clubs, c'est qu'on peut travailler sur de l'art numérique, on peut travailler sur du contenu propriétaire club. La chance qu'on peut avoir quand on travaille avec un joueur, c'est qu'il est le propre maître de son image et le propre maître des contrats de partenariats commerciaux qu'il peut faire. Et donc, en effet, malheureusement, je ne connais pas encore Kylian Mbappé ou Karim Benzema. Mais, ça va venir, ça va venir. On rêve d'avoir ces ambassadeurs déjà de génie parce que ce sont des artistes, des footballeurs incroyables et puis on peut qu'être fan. Mais en effet, s'ils veulent matérialiser des NFT comme étant leur propre signature ou leur propre trace dans la blockchain ou leur propre œuvre d'art avec des collabs avec d'autres artistes, alors nous, on serait plus que heureux de les accueillir. On est aujourd'hui qu'au tout début d'une grande histoire. On espère les avoir très vite. J'imagine que vous en avez déjà quelques-uns, forcément des joueurs qui sont dans le… En fait, on n'a pas attaqué ce prisme du tout pour l'instant. On a vraiment attaqué sur les clubs parce qu'on les connaît de par notre métier de consultant. Mais par contre, ce qui est intéressant, alors là, on parle de Mbappé, Benzema, mais on veut garder le même principe de projet, c'est-à-dire qu'on va peut-être toucher des joueurs qui
n'aurait jamais l'idée de se dire je vais faire un NFT ou je vais partager mon histoire. Et pour autant, c'est des joueurs. Enfin là, sur la plateforme aujourd'hui, le FC Nantes met en vente le maillot de Merlin. Je pense qu'il n'y a que moi qui le connais en France, ou presque. C'est un jeune joueur du centre de formation et j'ai une attache particulière même à ce joueur-là. Et je me dis que ce joueur-là, jamais lui, il serait peut-être pas démarché comme Mbappé ou Benzema pour faire son NFT, mais autant sur notre plateforme, il peut venir et créer son NFT et certifier son compte. Donc on va rendre accessible aussi la technologie à des plus petits clubs, à des joueurs qui sont un petit peu moins connus peut-être pour l'instant ou de façon générale. Mais en tout cas, enfin, j'espère avoir ce type de joueur-là. Et alors, du coup, donc n'importe quel créateur peut mettre sa photo ou son contenu média en fait en NFT. C'est sûr que le motion, enfin la version motion on imagine du t-shirt en 3D qui bouge, bon ça c'est plus compliqué à faire, mais pourquoi pas. Mais comment au-delà de la partie, enfin dans le go-to-market, comment vous avez réussi un petit peu à onboarder de manière didactique à expliquer comment on crée son NFT, même en version photo, enfin, je veux dire le plus simple des NFT, quoi. Parce que je pense que ça, il y a un truc il y a une étape à passer pour rendre ça quand même accessible, comme tu disais. D'accord. Ouais. En fait, au lancement de Golden Goal, je me suis découvert un talent de community manager. Et donc, en fait, j'ai contacté des artistes qui D'accord, produisent déjà du digital art. Donc, en fait, d'accord. la création de l'œuvre d'art en tant que telle, elle est faite au travers des outils de création digitale qu'ils maîtrisent, que ce soit du motion design ou bien des compositions faites sur les outils du marché. Mon onboarding a plutôt été de dire, mais regardez, c'est simple, comme le montrait Guillaume, il me suffit d'un wallet, il me suffit de pouvoir ajouter des Tezos pour générer mon NFT et de copier-coller mon image dans l'outil de génération de NFT et de le générer. C'est extrêmement simple aujourd'hui. On n'a pas eu de frein, si ce n'est juste bien expliquer finalement les tenants et aboutissants d'un NFT, parce qu'on crée de manière indélébile un token sur la blockchain. Ça veut dire que je suis responsable de l'art que je poste. Pour que ça ait aussi de la valeur ou une certaine rareté, j'en maîtrise les quantités. C'est plutôt un apprentissage plutôt global et générique de ce qu'est un NFT pour un artiste ou pour un utilisateur ou même pour un club, que plutôt l'accompagnement dans la création de l'art. Ouais. D'accord. Et par contre, ça me fait penser à un sujet qu'on n'a pas évoqué. Et on disait que chaque personne est libre de créer son NFT, etc. Ce qu'on propose aussi au club, c'est comme on veut centraliser finalement à terme peut-être tous les NFT du monde du football, on propose aux clubs qui sont sur la plateforme partenaire, donc certifiés, dont on peut valider le wallet appartient à un club, de censurer les NFT qui seraient créés en utilisant leur image ou en associant à leur marque et qui ne voudraient pas qu'ils restent sur la plateforme. Oui, ça c'est super important aussi, parce qu'effectivement, comment tu fais pour maîtriser l'image de la marque quand elle ne veut pas qu'un NFT ne soit pas diffusé et associé à la marque, quoi. Alors, globalement, on a la possibilité aussi de dire, quand on crée le club, de dire on ne veut pas que des fans puissent créer au nom de l'image du club. On le fait plutôt pour les marques et pour les joueurs. C'est pas le but, c'est pas le but des clubs non plus, parce qu'ils ont bien compris qu'on allait leur générer du revenu sans qu'ils aient rien à faire. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on génère du revenu pour des clubs qu'on n'a même pas évoqués. Le Real de Madrid, Arsenal, parce qu'il y a des supporters qui créent du contenu. Par contre, ces clubs-là, s'ils sont sur notre plateforme certifiée, ils peuvent censurer quand ils veulent. Alors après, nous, on a aussi on fait de la modération, mais pas sur l'image liée à un club. On fait plus de la modération. Est-ce que ça ressemble à du foot? Est-ce que c'est pas des choses qu'on ne veut pas voir sur notre plateforme? Mais en tout cas, les clubs ont cette possibilité-là de censurer le NFT à leur bon vouloir si c'est lié à leur marque, quoi. Et c'est intéressant aussi de dire que le NFT, quand bien même l'artiste ne souhaite pas le vendre, ça certifie l'authenticité d'une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'un artiste aussi qui fait du digital art peut se faire retrouver copier-coller et voir en fait son œuvre utilisée sur les réseaux sociaux à de nombreux égards. Le fait de créer un NFT certifie l'authenticité de l'œuvre et de l'artiste. Et ça, c'est une preuve indélébile
de la genèse de l'art. Et pour nous, c'est fondamental de protéger les artistes, de protéger les œuvres. Et puis, si en plus, on peut leur générer des revenus grâce à la vente de celles-ci, on a gagné. Et je pense que les digital artistes ont compris que le NFT était aujourd'hui un moyen de vivre de leur art qui est perçu différemment de l'art palpable, l'art peint. Traditionnel, ouais. Et vous avez parlé d'ICO à un moment donné. Quand est-ce que c'est prévu pour quand dans les prochaines étapes? Donc, En fait, c'est déjà le cas, c'est-à-dire que notre token est en vente. Ah oui, c'est ça y est, c'est déjà, vous avez fait votre ICO, c'est ça? Oui, En fait, alors, voilà. Vas-y, Quentin. non, mais enfin, je peux te laisser aussi, mais pour l'instant, on ne parle pas vraiment d'ICO, c'est plus une vente un peu diluée dans le temps, puisque pour l'instant, il faut être franc, le SUS token n'a pas énormément d'intérêt et d'utilisation concrète, on va dire. Et il va en avoir. Et pour l'instant, c'est presque une manière de supporter le projet et également Oui, voir un investissement futur. c'est ça, ouais. C'est plus une pré-sale, un peu C'est comme ça, le pre-sale. Ouais. c'est une espèce de pre-sale. Après, on lancera sans doute une ICO, mais on avait à cœur finalement de ne pas créer un token qui se lance en ICO autour d'un projet, on ne sait pas encore à quoi il va servir, et un token qui servirait uniquement à de la spéculation, Oui, je comprends. trading ou quelque chose. Et c'est tout à votre honneur. Donc, on s'est dit, voilà, pour l'instant, c'est une pré-sale. Il est vendu à un prix fixe. À chaque fois qu'on dépense un Tezos, on achète 3 SUS. Il est vendu à ce prix fixe-là. Et peut-être que ce sera écoulé avant même qu'on démarre une utilisation concrète. Mais pour l'instant, il y a déjà des gens qui y voient de l'intérêt et qui l'achètent en se disant finalement, ça va être un investissement futur, puisque on va évidemment le lister sur les exchanges et qu'il soit centralisé ou décentralisé. Et ça servira aussi de monnaie, on va dire, de spéculation sans doute. Mais ça servira de monnaie de spéculation uniquement quand on aura trouvé les avantages et les intérêts concrets sur nos plateformes. Parce que là, le SUS, ça sera une monnaie d'échange interne à la plateforme, c'est ça? Et externe pour les usages qui pourraient être trouvés sur d'autres plateformes en souhaitant l'utiliser. Ah oui, parce que tu avais précisé également que ça pouvait, on pouvait répliquer la plateforme et que le SUS pouvait être effectivement le token utilisable, quoi. C'est ça, en fait, comme n'importe quel token finalement sur Golden Goals, que ce soit un NFT ou un token fongible comme le SUS, et comme n'importe quelle crypto-monnaie finalement, l'intérêt, c'est de pouvoir l'utiliser après sur n'importe quel système qui va utiliser la blockchain en question, c'est la blockchain Tezos. Si un jour, toi, tu as envie de lancer ta marketplace de n'importe quoi, d'objets ménagers par exemple, et que tu as envie que la monnaie d'échange soit le SUS, tu n'as pas besoin de nous demander, tu n'as pas besoin de demander à n'importe qui, c'est décentralisé, donc tu as juste à créer ton système qui permet de l'échanger sur ta plateforme. Mais du coup, en termes de token économie, est-ce que c'est capé à… Comment vous l'avez fait? Est-ce qu'il y a un supply limité? Et du coup, comment ça se passe si jamais il y a un certain nombre de plateformes le volume des plateformes grossit parce que le modèle plaît? Finalement, le business model, il est super intéressant. Mais du coup, est-ce que ça va pas… ça va créer un phénomène de rareté, ça c'est sûr. Mais c'est ça. En fait, actuellement, on a défini et ça ne changera jamais que pour l'instant, c'est capé à 10 millions de SUS. Donc, on a émis 10 millions de SUS qui sont actuellement en circulation en quelque sorte. Et on n'en émettra jamais plus parce que de toute manière, on ne peut pas, c'est dans le code. Et pour l'instant, on en a mis donc pour ce qui est de la token économie en quelque sorte. On en a gardé 4 millions pour l'entreprise, pour les partenaires, pour pouvoir le distribuer à travers des airdrops, des concours, tout ce qui pourrait venir finalement. Il y en a 4 autres millions qui sont actuellement donc en vente, comme je le disais, à prix fixe. Et on en a 2 millions, les 2 derniers millions, qui sont
distribuer, on va dire, en bonus d'échanges et de transactions sur Golden Goals. Et ce qui se passe sur Golden Goals actuellement, c'est qu'à chaque fois que tu dépenses un Tezos sur la plateforme, tu reçois un SUS. Et jusqu'à ce que les 2 millions soient écoulés, ce sera le cas. Donc, pour l'instant, on les dilue un peu de cette façon. Et oui, ça va créer un phénomène de rareté. C'est pour ça qu'on a choisi que ce soit capé à un chiffre fixe, un nombre fixe, qui est 10 millions. Et on espère qu'avec l'engouement que ça va susciter, la valeur monte et que finalement, il y ait un intérêt à acheter le SUS, que ce soit maintenant ou dans le futur. Parce que là, l'utilité du SUS, là, tu peux acheter en fait les NFT de Golden Goals aussi bien avec du Tezos que du SUS, c'est ça? Non, aujourd'hui, on peut l'acheter que en Tezos. D'accord. Pour l'instant, comme disait Quentin, et c'est pour ça qu'on n'a pas lancé l'ICO, c'est qu'on ne peut pas utiliser le SUS. Aujourd'hui, il n'est pas utilisable, oui, il est juste ça, achetable. Oui, c'est ça. La première évolution qu'on va mettre en place, c'est le fait qu'à chaque fois qu'un NFT aura une équivalence physique et qu'on va rentrer dans un modèle un peu plus d'adresse, de choses comme ça, de droit d'envoi, là, on passera sur le SUS. Mais pour l'instant, il n'existe même pas ce modèle. Une fois qu'on aura ce modèle-là dans notre produit, je pense qu'on lancera peut-être plus précisément l'ICO. Et pour répondre à ta question sur l'effet que ça aura si jamais c'est hyper demandé, finalement, au lieu qu'un t-shirt de foot vale aujourd'hui peut-être 20 Tezos, il en vaudra plus que 20 SUS, je veux dire, il en vaudra 0,2 SUS. En soi, c'est pas un souci, ça va dépendre de la valeur en fait, de la monnaie. Mais ça serait un bon argument aussi de voir qu'elle est utilisée et que le prix monte. Ça veut dire que c'est une monnaie qui est fiable et qui me permet d'acheter des choses tangibles. Et en termes de liquidité, oui, vous en êtes pas là de toute façon. C'est ça, pour l'instant, c'est... Non, mais si, j'imaginais, c'est des questions qu'on pose au niveau listing, quand vous faites un listing. Ok. Moi, j'avais une question qui concernait justement quand on crée en fait un NFT et qu'on est artiste. Ma question en fait c'était plus comment parce qu'ils peuvent copier en fait au final n'importe quel parce qu'on peut les mettre en JPEG, on peut les mettre dans n'importe quel format en fait de ce que j'ai vu sur le site. Et donc comment en fait ils peuvent vraiment authentifier en fait que c'est eux les premiers créateurs en fait. Ça, finalement, effectivement, il n'y a pas de manière concrète de le vérifier. Nous, on essaye un maximum. On a déjà censuré des NFT qui avaient été créés, qui avaient été copiés. Mais finalement, c'est l'intérêt de la création du NFT. C'est-à-dire qu'actuellement, les gens ne sont pas vraiment au courant que ça existe. Et on voit énormément de fan art sur les réseaux sociaux, des créations à l'effigie, des créateurs finalement, des gens qui vont partager gratuitement leur contenu. Et finalement, c'est de leur responsabilité d'être les premiers à aller créer leur NFT pour authentifier que c'est eux les créateurs. Et ça veut dire que vous allez avoir des modérateurs en fait pour ce genre de situation, s'il y a des problèmes ou autre Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que nous, on modère la plateforme en s'assurant que l'œuvre, on va dire, a été créée en fait par quelqu'un qui possède la possibilité de le faire. Typiquement, une image trouvée sur Internet qu'on poste sur Golden Goals en tant qu'NFT, si on s'aperçoit de manière flagrante que la personne n'a pas les droits, on va pouvoir le censurer. Pour autant, à nouveau, en fait, il faut revenir au principe de la blockchain et du NFT, c'est que ça n'a de valeur que si, en fait, le NFT en tant que tel est rare et dépend en fait de son auteur. En l'occurrence, si Émilien Leclerc fait une copie-colle d'une image qui a été faite par quelqu'un d'autre, personne ne va l'acheter. C'est aussi un des enjeux de la blockchain aujourd'hui et demain, c'est que l'utilisateur, on va dire l'acheteur, fasse aussi sa propre due diligence sur le NFT qu'il achète. C'est important. Nous, on leur donne les outils d'association du compte créateur avec les profils Instagram, avec les profils Twitter pour pouvoir lier en fait le créateur
a un profil. Pour autant, créer un certificat NFT, tout le monde peut le faire, tout le monde peut l'associer à un contenu numérique. Et ça, malheureusement, en fait, on n'a pas d'autre moyen que de vérifier que l'œuvre d'art est bien celui du propriétaire par nos propres moyens d'investigation. Oui, non, c'est assez compliqué, je pense. Après, c'est déjà le cas sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est-à-dire que n'importe qui. Oui, mais là, il y a un côté un peu tout est gratuit. Enfin, une personne lambda va pas forcément se faire beaucoup d'argent en fait avec l'image. Enfin, la plupart du temps, c'est partagé sans forcément être monnayé quoi derrière ça. C'est pour ça qu'on distingue, c'est pour ça que nous, on fait la due diligence sur les comptes de joueurs, les comptes de marques et les comptes de clubs. Donc déjà, nous, on apporte notre garantie que l'interlocuteur qui émet des NFT certifiés, c'est une entité connue et qu'on a du coup certifié. Pour les NFT fans, donc les artistes, il y a clairement une due diligence à faire. Mais généralement, les NFT qui sont achetés et qui sont du coup qui ont une valeur, hein, c'est ceux dont les artistes sont bien réels, c'est ceux dont les artistes ont communiqué à leur propre communauté l'existence de leur NFT sur notre plateforme. Donc en fait, ça leur donne toute la valeur d'avoir aussi ce lien direct avec la communauté. De pouvoir les mettre en valeur en fait encore plus quoi. C'est comme une espèce de galerie en fait que vous offrez en plus à ces personnes-là quoi. C'est ça. Nous, on est convaincus qu'en fait le succès du NFT en général et du coup des artistes NFT, elle se fait par leur légitimité auprès de leur communauté à utiliser tel ou tel service. Et nous, ce qu'on propose, c'est une plateforme qui est accessible de tous et à tout niveau. De moi au plus grand artiste, on a quelque chose à offrir. On a, au-delà de l'œuvre d'art, c'est ce qu'on expliquait en préambule, c'est qu'on a aussi une émotion par rapport à un moment vécu dans l'univers du football qui est en soi quelque chose d'immatériel et qu'on peut associer à une image, à une vidéo. Et c'est ce que représente le NFT, le certificat d'authenticité de cette émotion que je matérialise via une image. Merci. Merci, ouais. Alors, peut-être j'avais juste une dernière question sur les bridges avec Ethereum 2, parce qu'effectivement, Ethereum aujourd'hui, c'est du proof of work, donc qui est pas très éco-friendly, puis c'est cher. Bon, Ethereum 2, un jour ou l'autre, ça pourrait arriver, quoi. Les doigts, ouais. On n'est pas à l'abri. Non, mais donc, du coup, c'est quoi les plans vis-à-vis de ça? Parce que c'est vrai que l'intérêt quand même d'Ethereum, c'est l'écosystème, c'est tous les utilisateurs, c'est quand même les premiers aussi à avoir lancé le NFT. Il y a des nouvelles tendances qui arrivent, comme je disais, avec le mix entre le NFT et puis la DeFi. Peut-être que ça ira sur Tezos aussi, ce genre de tendance. Enfin, voilà, c'est quand même un gros mastodonte comme écosystème. Du coup, j'imagine qu'à un moment donné, Moi, au-delà de la partie technologique, je pense qu'Antoine répondra sur la partie plus business. Aujourd'hui, on a un tel accompagnement de la part de Tezos directement. Je pense qu'on leur sera reconnaissant et il n'y a pas de volonté de changer aujourd'hui. On aime cette blockchain, elle est évolutive. Ce qu'elle nous permet de faire sur cette plateforme, c'est exactement ce qu'on veut faire. Alors par contre, c'est clair que d'un point de vue communauté et puis attrait, on part de très loin très loin, on part de plus loin sur Tezos que sur Ether. Il y a quand même une belle communauté, Alex peut le confirmer aussi, c'est ça, mais c'est vrai qu'il est peut-être moins importante quand même. Ouais. Et la communauté, comme c'est l'enjeu, pour nous, c'est ce dont on s'est aperçu sur Tezos, c'est qu'elle était très très forte dans le domaine du sport et de l'entertainment. Il y a des grandes marques il y a des écuries de Formule 1 qui ont choisi Tezos justement pour leur collectible. Eux ont des très forts enjeux justement dans le monde du sport et de l'entertainment. Et je pense que
je pense que c'est un bon pari aussi que de choisir, pour toutes les raisons qu'on a choisies, Tezos. Ah ouais, je remets pas ça en cause. Après, je me demande, Et je parlais plus du bridge Ethereum 2, ce serait plutôt quoi, dans 2-3 ans peut-être, une fois que ce sera installé, ben, c'est ça? c'est comme pour tout, c'est un pari. Ethereum 2, Ouais, c'est qu'aujourd'hui, c'est leur volonté affichée. Ce qui est sûr, c'est que de manière réelle, c'est qu'elle n'est pas utilisable aujourd'hui. Et nous, on ok. avait besoin d'aller vite. Ouais, je comprends. Et notre go-to-market, c'était de faire adhérer notre volonté de déployer une plateforme avec toutes les valeurs qu'embarque Tezos, comme son côté proof of stake, son écosystème avec une genèse française et, euh, et finalement des gens qu'on ne soupçonnait pas être vraiment généreux dans leurs conseils, dans leur capacité à nous mettre en relation. Ça, je pense qu'aujourd'hui, D'ailleurs, j'en suis talent, aussi un témoin, parce que si je vous ai connu, c'est grâce à Thibaut, donc merci encore Thibaut. Et non, clairement, c'est clair que je faisais un peu de la provoque, mais Non, mais c'est une belle fondation, ouais, on est d'accord. c'est une question qui se pose, de toute manière. C'est une question qu'on s'est posée aussi. Finalement, au début, on va l'avouer, on est parti aussi sur Ethereum quand on a commencé à vraiment lancer le projet. Mais on est vite passé sur Tezos pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Mais finalement, le pari est bien plus grand, je pense, de se dire on va faire quelque chose pour Ethereum 2 que on va faire quelque chose sur Tezos. Complètement. Et on n'est pas du tout à l'abri qu'un jour, voilà, Ethereum 2 arrive et que ça résout tous les problèmes du monde. Mais si c'est le cas, nous, on sera prêts de toute manière parce qu'on a justement développé tout un projet et toute une technologie sur une blockchain qui diffère un peu, mais finalement, dans l'aspect technologique et dans l'aspect développement du projet, ça reste relativement la même chose. Et on aura de l'expérience là-dessus, on aura déjà bien avancé. Et le jour où Ethereum 2.0 sera là, nous, on sera là aussi. Et je pense qu'on va de toute manière passer sur cette technologie si elle a tous les avantages qu'on recherche. On pourra passer dessus très rapidement. moi, je crois surtout que dans le futur, je serais curieux de savoir si dans 5 ou 10 ans, au final, on n'aura pas plusieurs wallets où on aura autant de wallets qu'on a d'usage sur les différentes blockchains, tout comme aujourd'hui, on a plusieurs comptes sur différents sites e-commerce. J'aurai mon wallet sur l'usage Tezos, j'aurai mon wallet sur l'usage Ethereum. Au contraire, moi, je pense que c'est quelque chose qui est ultra complémentaire et chacun va développer ses forces, ses atouts et sa propre image de marque, un peu comme quand on achète une paire de chaussures. Il y a plus qu'une marque derrière, il y a une identité, il y a des valeurs et les blockchains, ce sont aussi des marques en tant que telles. Oui, c'est sûr. Oui, mais on n'est pas à l'abri, effectivement, que, par exemple, Ethereum soit consacré au NFT, on va dire, plus de luxe, si les frais de transaction sont plus élevés, que ce soit donc on va dire, des artistes plus où les œuvres aient plus de valeur, je veux dire, en termes de prix, et que Tezos soit une blockchain où finalement c'est accessible au plus grand nombre. Et c'est actuellement le cas, c'est accessible au plus grand nombre et que n'importe qui puisse faire ses propres créations. Et c'est sans doute aussi, oui, vers quoi on se dirige. Bon, écoutez, encore merci pour tout. Vous m'entendez? J'ai eu un petit problème de connexion, ça n'a pas été perturbé. Bon. Non, mais vraiment, encore bravo. Et puis, donc, juste, c'est le moment de coup de pub, encore plus marqué. Donc, il faut suivre le compte Twitter, c'est ça, de Golden Goals? Il faut suivre le compte goldengoals.io sur Twitter et sur Instagram. Instagram aussi, ok. Voilà, allez sur Golden Goals. Nous, on aime et on encourage les artistes à créer sur notre plateforme. Donc, on a lancé une petite opération en ce moment où les artistes
qui créent du contenu, leur premier contenu NFT, on les récompense justement de sus tokens D'accord. ainsi que ceux qui les recommandent. Voilà. Excellent. Et donc, du coup, on a vu un Tezos, un Suze. Et ça peut être très bien une photo ou ça peut être même une vidéo. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ouais. Et ça peut être même un son Exact. de Ça, foule en furie. Et il y a plusieurs formats disponibles, on va dire, sur Golden Goals. Super. Ça passe partout. Donc, voilà, c'est une création qui est en rapport avec le football et sur un club ou une marque que vous appréciez. Ouais. Et, Donc, je vous invite tous à aller voir parce qu'effectivement, la plateforme, elle vaut le coup. Le modèle, le business, il est top et assez en décalage avec ce qui existe. Et donc, bravo encore pour tout ça. Et puis à très vite, d'ici quoi, peut-être 6 mois. On essaye de se refaire voilà, encore. pour tous ceux Plaisir. qui font le pari du succès, n'hésitez pas à participer à la crowd sales en achetant, en collectionnant vos NFT, en achetant du sus token aussi. Directement sur Golden Goals. Directement sur goldengoals.io et on est enthousiaste et au vu des premiers mois de lancement, on espère, on n'a aucun doute sur le succès à venir de la plateforme. Carrément. Merci beaucoup, Emilien. Merci, Quentin. Et puis encore merci, Guillaume. Merci. Et puis très bonne soirée à tous. Très bonne À soirée. bientôt. Au revoir. Merci David. Au revoir. Merci. Salut. merci. Au revoir.